Bonsoir tout le monde, bonsoir monsieur le conférencier. Grand frère, vraiment merci beaucoup pour ta présentation. Une très bien présentation qui nous résume un peu ce que c'est que l'intelligence artificielle. J'ai une série de questions à vous poser. Il y en a tellement même que je vais poser, juste deux ou trois. C'est pour ça que tu es resté à la maison, la série. Au bureau. Alors, la première est un peu relative à votre vie privée. Hein. Je veux dire, avec cette sorte d'expérience-là, qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer au pays, venir vous mettre dans cette main de crabe en Côte d'Ivoire? Alors, ça, c'est ma première question. Alors, ma deuxième question, ce n'est pas une question, mais c'est plutôt une contribution. Moi, je vais peut-être définir l'intelligence artificielle comme étant l'intelligence, comme étant la science qui permet donc aux ordinateurs de réaliser des tâches qui requièrent l'intelligence de l'homme. Alors, je veux savoir si le conférencier partage cette définition que j'ai de l'intelligence artificielle. Et la troisième question, je veux savoir si les appareils que nous utilisons pour mettre dans les oreilles, le conférencier a parlé des appareils, enfin, qu'on met dans les oreilles pour écouter un peu. Tout ça aussi fait partie de l'intelligence artificielle, je suppose. Comment est-ce qu'on arrive à les concevoir? Et enfin, ma dernière question pour l'instant sera de dire, vous aviez dit tantôt que la religion définissait un peu l'évolution de l'homme, et je voudrais savoir, le scientifique que vous êtes, si vous partagez cette définition de la religion, que ce soit celle du Coran ou de la Bible et d'autres livres dits révélés. Merci, j'en ai fini ma première série. Ok. Pourquoi rentrer au pays? Bon, moi, en 2012, je finissais 21 ans au Canada. Donc, ça faisait 21 hivers canadiens que je m'étais tapé. J'ai vu une annonce au VTIB qui cherchait un DG. Et puis, je ne sais pas, j'ai été poussé par quelque chose. J'avais déjà un ami qui, lui, était en poste à Chicago. C'est l'actuel DG de la SNDI, Soro Nongologo. On a fait Polytechnique à Montréal ensemble. Lui, 6 ou 8 mois avant moi, il était rentré. Donc, quand j'ai vu cette annonce, je l'ai appelé. Je lui ai dit, mais mon gars, c'est comment toi, tu es rentré là? Tu as survécu ou bien... Il m'a dit, non, il faut rentrer. Il m'a dit, non, il faut rentrer. C'est vraiment lui qui m'a conseillé fortement de tout faire, de postuler, quoi. Okay? Et même quand on m'a fait l'offre, je l'ai rappelé encore, donc c'est lui qui m'a donné ses conseils là-dessus. Bon, le temps était bon quand même. Hein. Je veux dire, les enfants, mes filles avaient approché aux portes de l'université. Donc, ils pouvaient rester seuls là-bas. Je leur ai pris un petit appartement, pas loin de l'école et tout ça. Donc, ça a contribué un peu à cela. Et puis aussi, vous savez, là-bas, même si j'étais dans une start-up que j'avais cofondée, pour laquelle j'avais trouvé un investisseur qui avait investi là-dedans, mon rôle au sein de cette entreprise, j'étais Chief Technology Officer, le directeur en charge de la technologie. OK? Je ne pense pas que dans la société canadienne, et ce que je dis est peut-être valable pour l'Europe, la France, je ne pense pas que là-bas, on m'aurait donné une chance d'être directeur général d'une zone franche. Je ne pense pas. Je pense que ma carrière allait être comme ça, linéaire un peu et tout ça. Alors qu'ici, chez nous en Afrique, il y a encore ce genre d'opportunité où le savoir que tu as là-bas, c'est perçu comme ayant plus de valeur ici que là-bas. Et je pense que ça a contribué beaucoup à ma décision, de savoir que je pouvais apporter quelque chose de beaucoup plus grand. Je serais resté là-bas, j'aurais été un énième entrepreneur dans la technologie qui a sa boîte et ainsi de suite. Alors qu'ici, c'était vraiment un tremplin. Ça, je l'avoue, c'était vraiment un tremplin. Et puis, je ne regrette pas, malgré les innombrables difficultés du marigot ivoirien. Moi, je dis à tous ceux qui m'ont mis les bâtons dans les roues, vous n'avez pas idée à quel point vous m'avez formé. Okay? Aujourd'hui, j'ai deux cerveaux, quoi. J'ai un qui réfléchit comme ça et puis j'ai un qui réfléchit Côte d'Ivoire. Et puis, voilà. Donc, voilà, donc ça a été une belle formation. Et puis bon, ce sentiment d'aider son pays, hein. Vous savez, ma maternelle au quartier Biafrais à Trècheville, en passant par le lycée scientifique jusqu'à l'université ici, on a été formé par notre pays, gratuitement, bourse et tout.
Donc, quelque part, on sait qu'on doit rendre quelque chose quand même à son pays, à un moment ou à un autre. Donc, voilà un peu les raisons de ce départ-là. Définition de l'intelligence artificielle. Je pense que vous avez donné une bonne définition. Hein. Quoique moi, je regardais plus j'ai abordé l'intelligence artificielle, non pas sur sa définition technique, mais sur son interaction avec l'humain. C'est plus ça que j'ai abordé ici. Sinon, elle n'est pas que mauvaise, l'intelligence artificielle. Vous avez des chirurgiens qui sont à un autre bout du monde, qui font des opérations à un autre bout du monde, il y a de l'intelligence artificielle. C'est utilisé pour de belles choses. Quand j'utilise le Google Maps pour me conduire ici, je suis satisfait. C'est un service quand même qui m'est rendu. Donc, on ne va pas trop lui jeter la pierre non plus. Les prothèses auditives, la conception. Une prothèse auditive, c'est 3 composants. Il y a un micro qui capte le son. Il y a un circuit d'amplification qui, lui, l'amplifie selon l'audiogramme du patient, c'est-à-dire savoir quelles sont les fréquences qui manquent. Et il y a un petit speaker, il y a des baffles là, qui sont tournés vers le tympan. C'est ces 3 composantes-là qui font. La boîte que moi, j'ai intégrée en 99, quand je l'ai intégrée en 99, 50% des prothèses auditives dans le monde avaient la puce de cette boîte-là. Donc, elle était vraiment au top au niveau mondial. Sauf que, depuis 25 ans qu'elle existait, elle n'avait conçu que des amplificateurs analogiques. Et moi, j'ai été embauché pour concevoir le premier amplificateur numérique, donc un microprocesseur, qui prend le signal du convertisseur analogique numérique, le convertit en 16 bits, et puis maintenant, je manipule les bits maintenant. Là. Je fais vraiment retomber dans vos cours de l'époque. Là. Être numérique, multiplicateur et tout ça. Vraiment, et c'est ça que j'ai fait. Et même là encore, j'ai une petite anecdote. L'entreprise a attendu trop longtemps avant de virer au numérique parce que 4 ans avant, il y avait une petite boîte qui venait de sortir la première prothèse numérique. Ils se sont tournés, notre boîte s'est tournée vers son ingénieur en chef. On lui a demandé, il y a quelqu'un qui vient d'inventer la prothèse digitale numérique là. Est-ce que tu penses que nous, on devrait faire le numérique? En bon ingénieur, il a mal répondu. Il a dit, écoutez, nous, on est sur l'analogique depuis longtemps, on a 50% du marché mondial. Et puis, tu sais quoi, une prothèse numérique ne va jamais sonner aussi bien qu'une prothèse analogique. Parce qu'il est parti du principe que quand tu convertis un signal analogique en numérique, il y a des pertes. Donc, la qualité, et puis en plus, tu dois le reconvertir en analogique pour le jouer dans le speaker. Donc, perte plus perte, donc ça ne peut pas sonner truc. Techniquement, il a raison. Mais si je vous demandais à l'époque où le CD a remplacé le vinyle, est-ce qu'on doit faire des CD ou des vinyles? Vous allez dire, mais non, le vinyle, ça sonne bien. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on gagne. Sauf que le CD, ce qui gagne est autre chose. La qualité même, bon, déjà, le CD, c'est peut-être pas le bon exemple parce que la qualité, elle est meilleure. Mais ça offre des potentialités nouvelles. Avoir une prothèse numérique, tu peux la programmer, tu la connectes au port USB, tu peux télécharger un nouvel algorithme là-dedans, tu peux télécharger un algorithme qui fait le traitement du son, bref, des choses que tu peux faire en manipulant les bits que tu ne pourras jamais faire avec un circuit analogique. Et ça, lui, il avait complètement... Et ça a tué l'entreprise. Moi, j'ai quitté l'entreprise en 2006. 2 ans après, elle a été vendue. Aujourd'hui, elle n'existe plus. À cause d'une mauvaise réponse de l'ingénieur en chef, qui lui n'avait pas ce côté marketing, ce côté commercial, là, ce côté visionnaire de savoir qu'une nouvelle technologie, c'est pourquoi dans toutes nos boîtes, il faut vraiment avoir une bonne veille technologique pour comprendre ce qui se passe aux alentours et puis savoir capter les nouvelles technologies qui se pointent à nous. Religion et science. Ah, voilà, je l'attendais celle-là. C'est vrai, dans le bouquin justement Sapiens que je vous ai conseillé, on parle de l'évolution de l'Homo sapiens, qui dit il y a 70 000 ans, a eu un déclic dans son cerveau et l'intelligence a commencé à naître dans ce cerveau. Ok? Moi, je suis à la fois scientifique et religieux. Et tout le temps, j'essaie de réconcilier les deux. Ok? J'essaie de réconcilier les deux. Pour moi, les livres saints sont une retranscription qui ont été formulées pour être, de sorte qu'elles puissent être digérées par notre cerveau à nous. Parce que, honnêtement, si celui qui a créé cet univers-là doit nous s'asseoir en face de nous et puis nous dire comment il a créé là, je ne pense pas qu'en 1 an,
il puisse me l'expliquer, puis je vais comprendre. S'il doit le consigner dans un livre, ce livre n'aura pas d'autre choix que d'être à mon niveau à moi, pour que je puisse le comprendre. D'où l'histoire d'Adam et Ève, d'où l'histoire de ceci, de cela. C'est comme ça que je le prends. Parce qu'en tant que scientifique, effectivement, je sais que la Terre a une histoire. La Bible nous dit que l'homme existe depuis 6000 ans. Okay? Mais la science, ceux qui ont fait géologie, vont vous expliquer l'origine des plaques tectoniques et tout ça. Ils vont vous casser des pierres, vous entrez 100 mètres dans la croûte terrestre, vous trouvez des fossiles. Que la vie dont existait il y a 100 millions d'années. Okay? Donc, quand moi, le scientifique, je vois ça, je ne le balais pas forcément comme ça. Je ne suis pas un extrémiste de ma religion. Mais je me dis, le Créateur a formulé un livre pour que moi, je puisse comprendre. Okay? De la même manière, si un jour je dois expliquer à ma création ici comment j'ai créé le cellulaire, elle ne pourra jamais me comprendre. Il faudra que je parle il faudra que je me rabaisse à son niveau pour lui donner dans une forme qui est plus comestible. Donc, je n'ai pas de souci avec ma foi et puis la science. Je sais qu'il y a un lien et continuellement, je suis toujours à la recherche de ce lien entre la science et la religion. Je crois que c'était la dernière question. En tant que président du CRDOGOU, je vois que j'ai un compagnon qui est en ligne. L'idée de faire le rock également, c'est pour ressusciter. Non, je ne vais pas dire les morts. Guillaume, tu as la parole. Non, bonjour. Merci beaucoup au docteur qui a fait la présentation. C'est-à-dire qu'en parlant dans sa voix, on sent une certaine émotion qui demande sa maîtrise du sujet. Mais moi, j'ai une question, là, plusieurs, mais je vais résumer une question. Il était au Canada et il est rentré en Côte d'Ivoire. Donc, quel est l'état de la data en Côte d'Ivoire? Donc, quelles sont les entreprises qui font vraiment? Parce que l'intelligence artificielle, la vraie base, l'essence de l'intelligence artificielle, ce sont les données. Donc, quel est l'état des entreprises qui s'occupent vraiment, dont l'activité est autour des données en Côte d'Ivoire? Puis, quelle est la place de l'intelligence artificielle là, dans l'économie de la Côte d'Ivoire? Donc, l'apport, donc, il est entré, quel est le secteur de l'économie ivoirienne où il voit que l'intelligence artificielle peut vraiment apporter, peut être un plus à ce secteur, ou bien peut booster ce secteur? C'est ma question. Merci beaucoup. Ok. Je mets ma caméra, mon micro. Ok. Bon, je suis plutôt déçu de notre évolution dans ce domaine. Vous voyez, comme je dis, la brique de l'intelligence artificielle, c'est la donnée. La donnée se stocke quelque part. Et où est-ce qu'elle se stocke? Ça s'appelle les data centers. Il n'existe pas de data center aux normes réelles, comme j'en ai vu à travers le monde, en Côte d'Ivoire. Le moteur des data centers dans notre pays, ça aurait dû être le gouvernement. Parce que le gouvernement a une masse énorme de données. La santé, l'éducation, les impôts, et ainsi de suite. Malheureusement, toutes ces administrations ont, si ce n'est pas dans leur sous-sol, c'est dans un étage quelque part, pour que ce soit une salle informatique. OK? Une salle informatique. On est vraiment loin du stockage qu'on devrait avoir à ce stade-ci. Le gouvernement est encore en train d'essayer de se construire son premier data center gouvernemental. Il y a ce qu'ils appellent des data centers, mais moi, je n'appelle pas ça des data centers. Il y a vraiment, vraiment du travail à faire. Les entreprises de téléphonie ont, une à une, tenté l'aventure data center, là, ça s'appelle MTN Business, OK? Des trucs comme ça. OK? Mais même elles se rendent compte que ce n'est pas leur métier non plus. Dans la dernière année que j'ai faite au VITIP, j'ai senti le vent tourner. Parce qu'en une année, il y a eu au moins 3 entreprises internationales qui sont venues prospecter pour prendre une parcelle de terrain pour construire un data center neutre. Pour stocker quoi? Vos données.
et offrir des services d'hébergement. Il y a 15 ans de cela, au Canada, je pouvais m'asseoir dans mon salon le soir, de mon laptop, j'achète un nom de domaine, philippepango.com. En une demi-heure, je mettais du contenu en ligne. C'est-à-dire, je réservais du stockage, de l'hébergement et tout ça, et j'avais en une demi-heure. Bon, bien sûr, il fallait que je puisse payer par carte de crédit et tout ça. On n'y est pas encore en Côte d'Ivoire. Hein. Bien sûr, il y a, comment il s'appelle, Cloud for Africa, qui a commencé, mais c'est vraiment tardif. C'était très, très, très tardif. Je ne sais pas pourquoi. Et nous, on prend 15 ans pour rattraper ce genre de retard. Alors que la demande, elle est là. Okay, la demande, elle est là. Donc, le vent est en train de tourner. Il y a l'entreprise, une entreprise basée à Dubaï qui s'appelle Raxio, que j'ai réussi à faire venir en Côte d'Ivoire. Ils ont pris 2000 mètres carrés. Il y a un mois, ils ont fait la pose de la première pierre du premier data center neutre, tier 3. Neutre, c'est-à-dire qui reçoit les fibres optiques de tous les opérateurs. Ils n'appartiennent pas à un opérateur. Ils vont construire un gros data center. C'est la première fois. Il y a Orange qui a construit un data center au VTIP aussi. Ils ont pris 1,6 hectares. Ça s'appelle le GOS, Group Orange Services, mais qui sert prioritairement toutes les filiales Orange en Afrique. C'est surtout ça. C'est vraiment un gros exemple de data center que je connaisse en Côte d'Ivoire. Il y a une société basée en Afrique du Sud, très implantée au Ghana et puis au Nigeria, qui nous a approchés aussi pour un autre data center. Donc, en l'espace d'un an, j'ai vu que le privé à l'international s'intéresse à la Côte d'Ivoire pour installer des data centers. Pourquoi? Parce que nous, en interne, nous avons failli. Ils savent qu'il y a de la demande. On a même une loi qui interdit à la Côte d'Ivoire, aux entreprises en Côte d'Ivoire, de se faire sortir les données de Côte d'Ivoire et les exploiter, les mettre ailleurs. C'est interdit. Donc, j'ai vu des demandes d'une entreprise téléphonique, je n'ai pas cité, qui voulait prendre ces données, aller les déposer à la maison mère en Europe. Mais ils demandent des dérogations et puis on leur donne ce genre d'autorisation. Beaucoup de gens de notre administration stockent néanmoins leurs données chez OVH en France. Parce qu'il n'y a pas de data center. Et rien que ça, c'est illégal. La loi sur la protection. Oui. Et quand la majeure partie de notre administration a des emails Gmail ou Yahoo, c'est-à-dire que les emails de notre administration ne sont pas stockés chez nous. Ils passent à travers les serveurs d'autrui. Vous imaginez ce que ça représente en termes de menaces sur notre souveraineté. C'est énorme. L'agence qui était en charge de faire cela s'appelle l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécoms, qui a un projet de data center. Ils nous louaient une salle au VTIP, ils ont installé des. Je suis arrivé en 2012 et était là. Jusqu'à aujourd'hui, elle est non fonctionnelle. Vous dire non fonctionnelle. Donc, il y a des erreurs comme ça, mais bon, il nous faut rattraper cela. Il y a quelques initiatives ivoiriennes. Je sais que beaucoup d'entreprises ivoiriennes maîtrisent le volet application. Le volet application. Vous leur donnez un data center, ils ont développé des applications qui savent faire rouler dans le data center pour vous offrir divers services de paiement et ainsi de suite. Et même l'hébergement, ils sauraient le faire. Mais on n'a pas encore d'infrastructure neutre véritablement à notre niveau. Donc, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau. Merci beaucoup, Fabrice. Je voulais juste préciser que le transfert de données à caractère personnel hors de la Côte d'Ivoire n'est pas interdit par la loi de 2013, mais il faut plutôt avoir une autorisation de l'RTCI du régulateur. C'était juste cette précision que je voulais faire au niveau de l'intervention du conférencier. Et ensuite, ma dernière question, c'est de savoir, est-ce que la Côte d'Ivoire a déjà légiféré sur l'intelligence artificielle? Merci. Bon, je n'ai pas connaissance, hein. Je n'ai pas connaissance d'une loi qui traite spécifiquement de l'intelligence artificielle. Honnêtement, je n'ai pas. C'est peut-être le cas, mais je dois avouer, je ne sais pas. Boris? Oui, merci. Bonsoir à tous. Merci au conférencier Alain de lever vraiment un point de voile sur l'intelligence artificielle. Ma question va peut-être aller aussi dans le fantasme qui a été suscité par les références qu'il a faites au niveau cinématographique. Mais plus encore sérieusement, est-ce que à l'heure actuelle, les éléments probants d'intelligence artificielle qui peut manipuler la matière organique, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des indices pour que
qui montrent que soit il y a de l'intelligence artificielle qui peut aller jusqu'à manipuler le fonctionnement organique de nos, enfin, soit de nos organes ou de nos tissus, par exemple, au niveau biologique. Et aussi, enfin, une autre préoccupation concernant l'interface homme-machine, qui a beaucoup de perspectives concernant au niveau médical. Est-ce que les annonces de Relink, par exemple, de Neuralink actuels qui sont en train d'être faites, est-ce qu'il y a des éléments qui montrent qu'ils sont vraiment avancés? C'est vrai que peut-être il y a le secret de tout ce qui est entreprise, mais est-ce que Neuralink de Elon Musk a des éléments probants pour enfin, par rapport à certaines annonces qui sont faites concernant la connexion entre le cerveau et les microprocesseurs. Merci. OK. Moi, je pense que, vous savez, il y a un vocable qui devient beaucoup à la mode, IoT, Internet of Things, l'Internet des objets, les objets connectés. Ça veut dire que cette cafetière qui est là-bas, elle va se connecter à Internet parce qu'elle pourra donner des données à Internet. Elle dira dans cette salle-là combien de café il consomme par jour. OK? Bon, l'ordinateur, c'est ça, mais il y aura un sac à main connecté qui va analyser les habitudes des gens et des autres. Donc, l'Internet des objets est la grande révolution dont on parle depuis plusieurs années, hein, dans plusieurs colloques là-dessus. Mais l'Internet des objets va mener à l'Internet des humains. Parce que ces objets connectés, un jour, on les aura. Pour l'instant, on a des montres connectées. Vous allez dire, cette montre, elle n'est pas encore entrée dans mon organisme. Maintenant, vous vous trompez, elle prend votre pouls. Elle est connectée. Donc, elle a une information biologique vous concernant qu'elle peut donc transmettre et partager. Neuralink de Elon Musk, eux, vraiment, ils voient beaucoup plus loin, quoi. Ils voient beaucoup plus loin. C'est le cerveau qui pourra commander les choses. Le cerveau pourra commander, pourra faire déplacer les choses, pourra faire déplacer. Donc, forcément, ça va accoucher d'un humain avec une interface où il y aura des données qui vont aller dans les deux sens. Si vous pouvez contrôler une chose, c'est que cette chose aussi peut, par le même canal, vous atteindre. Donc, moi, j'ai aucun doute là-dessus, quoi. Faites un tour sur leur site Internet. Ils se vantent vraiment de travailler sur des choses, mais alors là, vous ne pouvez pas imaginer, quoi. Et ils cherchent des scientifiques en tout genre. Hein. En tout genre. Ils sont à la limite entre... c'est les neurosciences. Ils sont à la limite entre la biologie et l'informatique. Ça va accoucher d'un homme connecté. J'ai aucun doute qu'un jour, nous serons connectés d'une manière ou d'une autre. Connecté, ça veut dire que quoi? Notre corps va être générateur de données et va partager ces données. Déjà, vous savez que quand vous achetez une voiture Tesla, il y a une boîte noire, hein, elle est connectée au centre de Tesla partout. Hein. Donc, Tesla sait à quelle vitesse vous roulez, tout ça. Donc, Elon Musk, il a une vision. Il va entrer dans votre intimité, que vous voulez ou que vous ne voulez pas. Donc, l'humain connecté, pour moi, c'est une réalité à laquelle on ne peut pas échapper. OK. Bonsoir à tous. Bonsoir, cher René. J'espère que vous m'entendez. Oui. OK. Merci pour ce brillant exposé. Moi, je suis inquiet. Je suis très inquiet. Moi, à votre place, je n'allais pas dormir. J'allais perdre le sommeil. Je n'ai pas suivi pourquoi est-ce que vous avez quitté le VTIP. Parce que nous avons une chance incroyable de vous avoir. Et les connaissances que vous avez doivent pouvoir être pratiques et nous aider parce que nous sommes vraiment en danger. Quoi. Nous sommes vraiment en danger et je pense qu'on peut rattraper cela. On peut rattraper cela. Les Indiens, aujourd'hui, sont pour la plupart à la tête de tous les GAFA et presque toutes les entreprises, mais c'est un investissement dans l'éducation
un investissement conscient, programmé. Et à mon avis, ici, on devrait faire pareil. On devrait dès maintenant, réfléchir à comment inculquer ce savoir sur l'intelligence artificielle à nos enfants dès le primaire. Et pour moi, il ne faut pas attendre. Et je ne vois pas qui mieux que vous pourrait insuffler une telle action dans ce pays. Donc, voilà, ce n'est pas une question, c'est vraiment un encouragement à aller au-delà de ce que vous faites maintenant, parce que ce que vous avez partagé ici, je ne sais plus en combien de temps, je pense que nos gouvernements, bon, je ne sais pas si eux, ça les intéresse, mais les Ivoiriens doivent l'entendre et les Ivoiriens doivent se mobiliser, même si le gouvernement ne veut pas le faire, mais je pense que un groupe, un think tank, un panel d'Ivoiriens devrait sérieusement s'engager dans l'investissement dans ce domaine-là. Donc, c'était là ma contribution. Vraiment, 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 c'est sérieux et il ne faut pas qu'on rate cela, quoi. Il ne faut pas qu'on rate cela. On peut former des milliers d'Ivoiriens avec ce savoir et qui pourront nous aider à rattraper ce retard-là, quoi. Et je pense que c'est possible. Ça va prendre du temps, mais c'est maintenant qu'il faut commencer, quoi. Il ne faut pas tarder. Je vous remercie. OK. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi je ne suis plus au VITIB. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas de gaieté de cœur que je suis parti. Et ce n'est pas une séparation amiable, ça, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais je ne pourrais pas entrer dans les détails. Je comprends. Mais bon, en ce qui me concerne, ce n'est pas un drame non plus. Je veux dire, j'ai fait ce que je pouvais. Je suis arrivé là-bas, ça faisait quoi, 6 ans que l'entreprise existait. Elle n'avait pas construit une seule brique en 6 ans. Les financements, 18 milliards, nos 10 milliards ici, qui devaient financer les grands travaux, étaient tous suspendus à cause de problèmes de gouvernance en interne. Ça m'a pris 1 an pour lever ces financements, pour obtenir la levée de ces suspensions, plein de voyages à New Delhi, à la BOAD, à Lomé, etc. Et puis finalement, bon, on a lancé ces travaux d'aménagement, on a réussi à faire ça. Donc bon, j'ai fait ma part. Il y a 3 usines pharmaceutiques qui sont sorties de terre et ainsi de suite. Bon, j'ai fait ma part et puis bon, quelqu'un d'autre viendra. Avec le VITIB, c'est malheureusement une histoire du passé. Mais je ne peux pas en dire plus. Mais vous avez raison. L'Inde est devenue ce qu'elle est aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a eu une vision de faire de l'Inde ce champion des technologies. Là. Et ils l'ont très, très bien réussi, quoi. Ils l'ont très, très bien réussi. Et c'est quelque chose qu'on peut faire nous-mêmes. Je pense que tous, on est des anciens du lycée scientifique. Donc, on sait ce que c'est que d'être mis dans les bonnes conditions pour sortir des élites dans un pays. On est sorti de ce moule-là. Moi, je me plais de voir qu'il y a un nouveau lycée d'excellence à Bassam, mais il faudrait même qu'il y en ait 10 à travers le pays, quoi. Parce qu'on est encore dans cette société qui est structurée de cette manière que c'est encore certaines élites qui viennent tirer les autres par le bas. On n'est pas encore dans une société qui est dominée par une grande classe moyenne. Et parce que moi, c'est ma définition de la démocratie, hein, c'est la dictature de la classe moyenne. Okay? On n'y est pas encore. Donc, on est encore dans une société où il y a des élites qui pensent différemment et qui peuvent tirer le gros de la masse du bas vers le haut. Ça passe à ce stade-ci de notre évolution de notre pays peut-être par une bonne sélection des meilleurs profils dès le bas âge, les mettre dans les conditions qu'il faut, et puis ceux-là deviendront les prochains Elon Musk de Côte d'Ivoire. Quand on parle de champions nationaux ici en Côte d'Ivoire, on pense bon, à Diago, dans les banques, Pillon ici, bon, mais et technologie. Technologie. J'aime bien donner cet exemple de YouTube. YouTube a été créé début des années 2000 par 3 ou 4 gars, jeunes étudiants. OK? Mais le concept même de YouTube, tu n'as pas besoin de faire
HEC pour dire, je vais mettre une plateforme d'échange vidéo. Tu n'as même pas besoin d'être du secteur des technologies. Tu vas embaucher celui qui va le faire par la suite, l'ingénieur qui va le faire. Mais le concept de YouTube, n'importe qui dans cette salle aurait pu penser à ça, enregistrer le brevet et puis créer la start-up. YouTube a été déficitaire toutes leurs années. Parce que la grosse dépense de YouTube, c'était la bande passante, l'Internet. Les vidéos qui vont, qui viennent, qui vont, qui viennent. À un moment, on uploadait une vidéo, chaque seconde, tu as peut-être 30 vidéos qui uploadaient. Donc, l'investisseur qui a investi dedans savait qu'il allait perdre de l'argent sur un certain nombre d'années. Il perdait encore de l'argent lorsque Google les a rachetés. Donc, elle n'a jamais été profitable. Et Google les a rachetés à 1,6 milliard de dollars. Quand ils les ont rachetés, le plus jeune des trois cofondateur n'avait pas encore fini son master. Il était encore étudiant. Donc, vous voyez, des idées comme ça, qui, je ne sais pas, on n'est pas moins intelligent que les Américains. On aurait pu, 3 Ivoiriens dans une salle peuvent concevoir le concept de YouTube. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas? On n'a pas l'investisseur qui est prêt à perdre de l'argent et à miser sur l'idée que je vais me faire racheter dans 2 ans. Les gens ici, quand ils investissent dans un immeuble à Yopougon. Ça va être du concret, on touche ça. Mais investir dans le savoir, je vous disais quand je vous ai montré les photos, et je dis, on pourrait créer une société qui fait des films, basés essentiellement sur l'intelligence artificielle. C'est une idée qui m'est venue comme ça en regardant ça. Mais qu'est-ce qu'il y a entre l'idée qui est là et la réalisation qui est là? Nous n'avons pas encore l'armée d'investisseurs ivoiriens qui croient en ce genre d'investissement. Au Canada comme aux États-Unis, autour d'une grande université, il y a des investisseurs qui sont aux aguets. Il y a des strates d'investisseurs divers. D'abord, il y a l'angel qui va venir mettre 200 000 $. Vous allez arriver à un certain niveau. Après, maintenant, il y a le gars qui va mettre 5 millions de $. Et un jour, vous allez vous racheter à 50 millions de $. Donc, il y a cet écosystème-là qui s'est misé sur des idées qui sont au stade de brevet, au simple brevet. Moi, quand j'ai créé ma start-up, c'est ma gestionnaire de banque qui m'a dit un jour, Monsieur Pongo, vous savez, dans notre petite ville, là, une fois par mois, il y a des hommes d'affaires de la ville qui se réunissent comme ici et qui demandent à des jeunes de venir pitcher, présenter leur projet. Une fois par mois. C'était une ville de 150 000 habitants. Est-ce que vous voulez participer? Ah, mais j'ai sauté là-dessus. Je suis allé, j'ai présenté ma chose. Mais je trouve que c'est une idée formidable. Imaginez si dans votre ville d'où vous êtes, à Toumoudi, ou bien dans votre quartier, une fois par mois, c'est-à-dire autour de la table, il y avait un avocat, il y avait un expert en communication. Tous les grands boss de la ville, là, ils sont là parce qu'ils savent qu'il y a des pépites qui vont sortir dans la ville. Et donc, ils ont créé ce cadre-là pour qu'ils soient les premiers à en entendre parler. Et s'il y a un d'entre eux qui est intéressé, ils vont se mettre ensemble, ils vont commencer à placer le billet là-dessus. Moi, je pense que des organisations comme ça, il doit en avoir dans chaque quartier. OK? Et c'est ce qui nous manque ici. C'est ce qui nous manque ici. Sinon, les idées, on s'assoit autour d'une table de 3-4 bières, on va sortir des bonnes idées. Hein. De très, très bonnes idées. Mais aujourd'hui, honnêtement, tu as une idée de ce genre, tu as l'idée, faites de sorte que ton idée là, Elon Musk, là, on entende parler. Parce que dans l'immédiat ici, aujourd'hui, vous savez, les investissements dans les startups, on est coiffé par l'Afrique, les pays anglophones. Dans le domaine des technologies, les Nigérians, vous voyez l'équivalent de WebLogi ici, Abidjan.net, une fintech qui s'appelle OP au Nigeria, ils ont levé 120 millions de $. D'investisseurs asiatiques. Oui, donc c'est cet écosystème-là qui n'existe pas encore véritablement ici. Et c'est ce qui nous manque pour véritablement servir de moteur aux sciences et technologies. Le système d'investisseurs. Merci. Merci aux conférenciers. Très belle conférence. Merci. Mais je suis un peu déçu. Enfin, beaucoup. Et puis, j'ai peur. Première déception, j'ai vu dès le départ Université d'Abidjan. Et après, je n'ai plus entendu parler. Et ça fait un peu mal. Parce que je me dis que d'abord, PhD, il y a des concepts qui sont fondamentalement universitaires. Et c'est dans ces réseaux-là que ça se développe.
Ici, nous en manquons beaucoup. Et quand je vois PhD, mais je ne vois pas de traces à l'université d'Abidjan, dans une faculté, ou bien de manière très active, dans un réseau comme ça, une base de données, petite donnée quelque part à l'université, on va former... Comme enseignant, c'est ça? Oui, comme enseignant, comme développeur de quelque chose où ces idées-là vont se développer ou bien vont se concrétiser quelque part pour former d'autres Pongo et ça fait un peu mal. Et pour moi, c'est l'une de nos faiblesses fondamentales en Afrique. On s'interroge si pourquoi est-ce que on ne trouve pas d'investisseurs. Mais en réalité, on est un environnement qui ne favorise pas cela. Cet environnement ne favorise pas cela parce que on a une culture, même dans nos éducations, qui ne permettent pas d'aller de là. Moi, je suis banquier et la première chose qu'on me demande, c'est de construire une maison. Personne ne me demande de faire une entreprise où je vais développer certaines choses. Donc ça, c'est vraiment ma première, c'était ma question. Pourquoi est-ce que c'est pas à l'université qu'on rencontre M. Pongo? Et j'ai peur parce que, en réalité, à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le plus grand niveau où je vois un peu l'IA avec l'humanité. J'ai dit au départ ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette relation-là, l'IA et l'humanité. Je vois l'IA et l'humanité, cette relation-là, comme étant la relation entre le dinosaure et puis ceux qui ont suivi le dinosaure. Et j'ai peur que dans quelques 100 ans, on soit les dinosaures. Et j'ai vu un peu les illustrations que vous avez mises. Et dans ces illustrations, je pense qu'on est un peu très optimiste. On est optimiste parce que je vois au départ, on arrive à battre un peu l'IA. Après, on se bat de manière continuelle contre l'IA. Et après, on cohabite avec l'IA. Mais il y a quelque chose dans les dits du conférencier qui m'a fait avoir peur. C'est le fait que au cours de la conférence, il a donné une image d'une intelligence artificielle très rationnelle à qui on demanderait de calculer pi et qui va, au lieu de calculer pi, tuer toute l'humanité. En réalité, c'est très profond par derrière. L'IA, à la limite, ne va pas cohabiter, si on est très logique, hein, il n'y a aucune incitation à cohabiter avec l'homme qui est faible. Et on ne va pas participer à l'évolution des données. On a une donnée, mais une donnée qui est très limitée. Alors que l'IA va se développer, si elle se développe, si elle arrive à prendre des décisions qui vont aller dans son sens, comme vous avez dit dans son intérêt là, son premier intérêt, c'est d'éliminer celui qui peut l'éliminer, mais qui peut le restreindre. Donc, à la limite, c'est nous-mêmes. Et c'est ça ma grande peur. Et trop développer l'IA, ça va nous rendre dinosaures. Et j'ai peur que ça arrive très rapidement avec les investissements qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en tant que spécialiste de l'IA pour pouvoir compartimenter cela, pour ne pas que la question de Blewey et de Boris puisse se concrétiser, c'est-à-dire que l'IA n'arrive pas à nous pénétrer de sorte à nous faire disparaître. Et pour finir, l'IA est très religieux. Très religieux. Okay. Voilà, parce que aujourd'hui, c'est vrai, on peut développer de beaucoup de manières, mais il y a une partie très philosophiquement religieuse qui est derrière. Et cette partie très philosophiquement religieuse-là, qui part du fait que Dieu, l'idée de Dieu, part dans le sens à augmenter l'homme. Et plus concrètement, l'IA est une vraie augmentation de l'homme. Et si cette augmentation, qui était d'abord spirituelle, arrive à devenir très matérielle, et on sort techniquement
de ce qui est non concret pour devenir là, l'homme très augmenté. Et donc, la religion aura moins de place et l'homme sera déifié. Donc, c'est un peu cela, ma petite contribution. Ok, je vais commencer par la fin. Dans le film Matrice, les robots qui ont pris le contrôle de la Terre, à quoi leur sert l'homme? L'homme, il y a cette scène où il y a un personnage qui s'appelle Morpheus, il dit l'homme est devenu une batterie, une pile. Alors, l'homme ne naît plus, l'homme est cultivé comme un champ de maïs. Pourquoi? Parce que c'est la biologie de l'homme qui sert à fournir l'électricité dont les machines ont besoin. Voici la seule utilité de l'homme dans ce monde apocalyptique où l'homme n'a plus aucune valeur, si ce n'est que de sa chaleur corporelle, de fournir de l'énergie à ça. C'est vrai que c'est extrême, mais je comprends votre peur, ça fait peur ça. Okay. C'est les hommes qui font les lois. C'est nous qui décidons quelle place nous laissons à la technologie. C'est nous qui faisons jusque-là. Mais l'exercice est difficile parce que vous avez peur de l'IA, donc vous coupez tout ce qui peut contribuer au développement de l'intelligence artificielle. En le faisant, vous plongez votre pays dans l'âge de pierre. Les autres pays avancent. Ils découvrent des matières, des méthodes améliorées pour découvrir des minerais que vous ne pouvez pas faire parce que vous vous privez du pouvoir de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un exercice très difficile parce que le développement nous pousse dans ce sens. Pouvons-nous dire non à l'intelligence artificielle? Une intelligence qui va vous guérir du cancer. Pouvez-vous dire non? On va vous taxer d'être archaïque. Voilà, vous voulez vivre comme des bédouins dans le désert, là. Vous voulez retourner. C'est ça la difficulté entre le besoin de se développer et le besoin de limiter le pouvoir de la machine un jour sur nous. Il faut légiférer, mais il faut légiférer intelligemment. Ça, j'avoue, je ne saurais pas dire quelle est la formule idéale pour cela. Mais on n'a pas d'autre choix, quoi. C'est l'homme, jusqu'à ce stade-ci, au moment où on se parle, c'est l'homme qui fait les lois. Et c'est l'homme qui décide des limites qu'il veut tracer à la technologie. Ma première question portait sur pourquoi on ne me retrouve pas dans une université. Quand moi j'ai fini mon doctorat, je n'avais pas encore fini, je n'avais pas encore rédigé ma thèse, qu'on m'a fait ma première offre d'emploi. OK? J'ai eu le réflexe d'aller la montrer à mon... Moi, je rêvais d'enseigner à l'université. Étant à la fac ici, c'était ça mon rêve. J'idéalisais le professeur d'université. Moi, c'est vraiment ça, j'ai toujours idéalisé ça. Et c'est ce que je voulais vraiment faire en faisant un doctorat. Et j'ai eu ma première offre. Je vais voir mon directeur de thèse. Je lui dis, hey, regarde, là-bas, on se tutoie, hein, entre élèves et le truc. Donc, je l'appelle Benoît. Je dis, Benoît, voilà ce qu'on m'a proposé. Il regarde, il voit le salaire, il dit, mais tu vas gagner plus que moi. Parce que le privé, lui, il avait déjà des années en tant que prof, mais le privé, comme au fait à Toronto, dépassait. Quand il a dit ça, j'ai vu que non. Si je suis malin, je vais aller de l'autre côté là-bas. OK? Donc, écoutez, c'était un choix entièrement capitaliste. OK? Mais bon, c'est vrai que quand je suis revenu, je me suis posé la question, je dis, mais sans blague, je sais concevoir des microprocesseurs en technologie 0,9 micron. C'est-à-dire qu'ils ont 1000 transistors au millimètre carré, là. Vraiment, qu'on va fabriquer à Taïwan, on nous ramène ça. Vraiment, la micropuce, là, quoi. Vraiment, je sais manipuler les bits. Je me suis senti quand même un peu unique, quoi. OK? Et puis, mais je vais faire quoi de tout ça? Arriver ici. Mais la réalité, c'est qu'avant d'arriver ici, il y avait déjà quand même une certaine transformation. Vous savez, nos carrières, et puis c'est le cas pour vous. On commence à un certain stade, on commence comme ingénieur, mais on finit par ingénieur. Je commençais comme ingénieur, mais je suis devenu entrepreneur. Donc, j'ai commencé à voir le côté business de la chose. Ma passion maintenant, c'est plus l'entreprise technologique plutôt que de faire la technologie. Mais bon, j'ai encore tous mes vieux cours de l'Université du Québec à Trois-Rivières, je les ai encore. J'ai les bouquins, j'ai tout ça. Je me dis des fois, effectivement, bon, ça, est-ce que c'est pas perdu? Bon, quand j'ai commencé au VTIB, honnêtement, je ne pouvais pas faire autre chose.
Parce que je me suis dit, quand je fais quelque chose, je vais me mettre dedans et je vais le faire à fond, je ne vais pas faire deux choses à la fois. Donc, pendant 10 ans, c'était ça ma vie. C'était une petite erreur d'ailleurs, moi je pense. Mais c'est pourquoi, avec plaisir, il y a 3 mois, je suis allé faire cette conférence-là à l'université de Cocody. C'était la première fois que je retournais sur la fac. Aujourd'hui, je pense que si je dois apporter quelque chose, ce n'est pas forcément en retournant dans la technologie que moi j'ai touchée il y a 15 ans de cela. C'est peut-être par des rencontres comme celle-là, à rencontrer des gens qui sont plus des faiseurs, des entrepreneurs, c'est plus partager le parcours de manière générale. Et puis, ce qui manque dans nos universités, justement, c'est ça, le côté entrepreneur. Quand moi, je faisais mon master à Trois-Rivières, mon professeur, celui qui me dirigeait, c'était un Polonais, Andrzej Barwicz. J'avais un petit sujet de maîtrise avec lui. Il avait peut-être 2 étudiants en doctorat, 3 gars en maîtrise, dont moi. Chacun un petit sujet, un petit sujet, un petit sujet. Vous savez ce qu'il était en train de faire? Tous ces sujets-là, il était en train de monter son entreprise. Quand j'ai quitté la fac et que je suis allé travailler, un jour, j'ouvre le journal, Andrzej Barwicz a vendu son entreprise 48 millions de dollars. Et qu'est-ce que ça fait? Un spectromètre qui utilise exactement la structure que moi j'avais. C'est-à-dire un peu du doctorat de lui là, mais il avait son idée d'entreprise dans la tête. Ça veut dire qu'en milieu étudiant, il y a des opportunités d'entreprise. Et ça, c'est ce qui manque, je pense, ici. Il a profité d'une faille du système à l'époque. À l'époque, quand j'étais là-bas, si tu es enseignant et que tu as enregistré un brevet, dont il est en ton nom, et puis le nom d'un étudiant ou 2 étudiants, tu peux prendre ce brevet, aller le commercialiser avec une société qui te l'achète et puis fonder l'entreprise. L'université n'a rien. Les universités ont vu que beaucoup de profs s'enrichissaient pour avoir travaillé sur des fonds universitaires. Tous, ils ont créé au sein des universités des bureaux de valorisation des brevets. Ils ont commencé à financer les brevets à l'appel. C'est que et puis ils ont fait signer à tous les gens que maintenant, les inventeurs, les auteurs du brevet ont 50% de la valeur, l'université a 50%. MIT, à Boston, fait plus d'argent avec ses brevets qu'avec les scolarités des étudiants. Plus d'argent avec les brevets. Ça vous prend juste un professeur qui a inventé le médicament qui soigne un cancer. Il peut avoir 99 autres brevets, là, ça ne va rien rapporter. Mais ça prend un seul qui a inventé un médicament du tonnerre et que Sanofi ou bien vient prendre et puis décide de commencer, de financer la recherche pour faire un produit, et MIT est millionnaire. Donc, ils ont tous viré, ils ont créé des bureaux de valorisation des brevets à l'intérieur des universités. Pourquoi? Parce que l'université, c'est le haut lieu de création. C'est là que ça bourgeonne, quoi. Le brevet est là, le professeur, il ne sait pas trop comment est-ce qu'on commercialise. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris des brevets. Le professeur qui était là-dessus, il s'appelle Simon Haykin, une sommité dans le traitement de signaux numériques dans le monde. Okay? Un de mes cours, au niveau doctoral, c'était lui qui avait fait le bouquin sur lequel s'appuyait le cours. Mais lui, il ne sait pas créer une entreprise. Alors que moi, quand j'ai lu son algorithme, j'ai vu que ça, là, je peux coder ça dans ma puce et puis en faire une nouvelle prothèse auditive. Il n'est pas capable de le faire, moi je suis capable de le faire. J'ai créé l'entreprise, l'université McMaster est devenue actionnaire de l'entreprise. Parce qu'ils avaient des juristes qui travaillent à la commercialisation des brevets. Donc je peux retrouver l'université, mais ça va être, je pense, beaucoup plus pour ce genre de projet, ce genre de réflexion-là, quoi. Okay? Le CNRA, le Centre national de la recherche agronomique, qui pour moi est la crème de la recherche agronomique dans notre pays. Si on est premier dans le cacao, c'est à cause du CNRA. C'est le CNRA qui a inventé par traitement génétique ce qu'on appelle le cacao Mercedes, qui pousse 2 fois plus vite. C'est pourquoi on l'appelle cacao Mercedes. C'est grâce à eux qu'on est là. Le CNRA n'a commercialisé aucun brevet. L'OAPI, l'Office de la propriété intellectuelle, où on enregistre les brevets. Vous savez combien de brevets sont enregistrés en Côte d'Ivoire par année? 20. 20. On n'a pas la culture même. On n'a pas la culture que sinon, il y a de la recherche. Il y a de la recherche. Mais ils ne voient pas ça en quelque chose qui peut rapporter de l'argent. Et il n'y a pas, comme je disais, il n'y a pas l'armée d'entrepreneurs
qui fouinent autour des universitaires pour dire, t'as pas un petit quelque chose là que je peux prendre? Et en fait, ils ne savent pas comment le structurer. Alors que ça, il y a 20 ans, toutes les universités d'Amérique du Nord ont changé ce système, ils ont implanté des bureaux de valorisation des brevets. Vous voyez, c'est ce genre de transformations qui sont nécessaires et puis qui concourent justement à l'essor des technologies. Hein. C'est pourquoi aujourd'hui, tu peux être un petit... C'est pourquoi YouTube est né. Ils étaient étudiants, ils ont fait un truc, ils ont trouvé des gens qui ont cru immédiatement en ça et qui ont investi là-dedans. Ça prend juste un exemple. Ça prend qu'on ait 1 ou 2 ou 3 success stories, quoi, qui vont le réussir et puis là, ça va réveiller les gens. Sinon, il y a de la recherche. La recherche scientifique, il y en a. Il y a des trouvailles qu'on a, mais qui sont dans les tiroirs. Ils sont dans les tiroirs. Rien que nos plantes médicinales. Vous savez que le Viagra, c'est un accident. Hein? Le Viagra, c'était fait pour soigner le cœur. Parce que sa propriété, c'est quoi? Ça dilate les vaisseaux pour que le sang puisse circuler. Alors, on a donné ça aux gens pour tester. Et quand vous testez, le lendemain, vous venez, on vous répondez à des questionnaires. Les effets secondaires. Ils se sont rendus compte de les effets secondaires, là, on dirait qu'il y a quelque chose de bizarre. Ils ont oublié immédiatement cet effet de cœur, là. C'est devenu, voilà, problème d'érection. C'est le cœur de l'affaire maintenant. Oui, c'est une vraie histoire. Hein? C'est comme ça que le Viagra est né. Depuis combien d'années, nous, on sait qu'on a un truc qui s'appelle le cure-d'Angouro. Qui a pensé prendre ça, l'analyser sous microscope, sortir l'élément actif réellement, le tester, faire les tests cliniques et nous mettre une pilule là-dessus? Toutes ces trouvailles-là restent à un stade traditionnel. Alors que le B de Vitib, c'est biotech. C'est biotech. C'est vous implantez un petit labo là-bas qui prend les herbes précises ici pour telle pathologie. Vous allez tomber sur une qui peut être un succès. Il faut trouver celui qui va investir dans les 2 ans de recherche. Qui va dire, moi, mon argent, je ne vais pas construire un immeuble à Yopougon. Je crois en ça. Et ça va être le success story. Et ma boîte, là, elle va se faire acheter par les grands. C'est ça l'objectif. Hein? Dans les technologies, dans les startups, on cherche à faire le nécessaire qu'il faut pour que 2-3 ans plus tard, on se fasse racheter à 10 fois ce qu'on a investi. Donc, c'est tout cet écosystème et puis cette culture de... Sinon, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Beaucoup de choses qu'on peut faire. Même l'intelligence artificielle. On peut penser des produits ici, dans cette salle. OK? Merci. Bonsoir Fabrice. Bonsoir chers tous. Merci au conférencier pour son brillant exposé. J'ai juste une préoccupation. Donc, à ça, j'aurais bien voulu être avec vous. Malheureusement, mon état de santé ne le permet pas. Alors, cher aîné, je constate avec un peu d'inquiétude, comme les autres l'ont dit, comme certains l'ont dit, que l'intelligence artificielle peut devenir l'arme nucléaire qui peut faire disparaître la planète. Quelque part, quand la dynamite a été créée, c'était pour faire des routes à travers les montagnes. On a vu comment elle a été utilisée. Ensuite, l'énergie nucléaire qui aurait pu donc permettre à l'homme de mieux profiter donc de l'énergie pour résoudre pas mal de problèmes industriels, a été dérogée pour fabriquer donc la bombe atomique et puis la bombe H plus tard. Est-ce que, quelque part, l'intelligence artificielle ne représente pas l'arme justement qui va faire disparaître l'humanité? C'est une question, en même temps, un avis que je partage avec vous. Alors, si cela était plausible, quel encadrement les États peuvent-ils prendre? Quel encadrement les organisations régionales, au-delà des États, ou alors les organisations internationales pourraient mettre sur pied ou encadrer, n'est-ce pas, cette intelligence artificielle-là, pour qu'elle demeure
on va dire, contraignante dans le sens où elle va apporter surtout un plus à l'humanité dans la santé, dans l'alimentation, etc. Mais plutôt pas déroger dans les guerres, dans les conflits. Voilà donc un peu la question que je voulais poser, si vous m'avez entendu. OK. Bon, vous avez dit la dynamite a été créée pour faire les routes, faire les ponts et tout ça. Non, remontez même plus loin. La dynamite, elle vient de la poudre à canon. La poudre à canon, elle a été inventée chez les Chinois. Eux, c'était pire. C'était même pas pour faire des routes. C'était pour s'amuser. Des pétards. Les Chinois avaient découvert la poudre à canon pour faire des pétards. Quand dans leur fête, ils font exploser des petits pétards comme ici, là, les bangers, là. Des feux d'artifice, voilà. Donc, vous voyez que c'était quelque chose de très amusant. C'est pour s'amuser qu'on faisait ça. C'est l'occidental, quand il a vu ça, il a dit, ah mais tiens, ça là, je peux faire une balle avec ça. OK? Donc, c'est même plus grave que ce que vous dites. Parce que, effectivement, l'intelligence artificielle aujourd'hui, on s'en sert pour quoi? Pour nos loisirs. C'est inoffensif. On s'amuse avec. On télécharge des applications sympathiques. Ça nous aide à nous développer, à nous amuser. Mais effectivement, ça peut accoucher de quelque chose de particulièrement dangereux. C'est exact. Donc, c'est une très belle analogie que vous avez faite. Comme je le disais hein, dans une précédente question, c'est nous qui votons les lois. C'est l'humain qui vote les lois. Si moi, je pense la barre à ne pas franchir, c'est ce que dans une de mes slides, j'ai appelé la création de ce qu'on appelle la personne virtuelle. Après la personne physique, il y a la personne morale qui est une société. Mais moi, il faut vraiment faire attention à ça. À l'apparition un jour dans notre langage et dans notre système légal de concept de personne virtuelle. Ça veut dire que ce ne sera plus un homme qui possède quelque chose, ce ne sera plus une entreprise qui possède quelque chose ou qui emploie des gens, ce serait une entité virtuelle, réellement virtuelle. Bon, des gens disent que la société est déjà quelque chose, une entreprise, c'est déjà quelque chose d'assez virtuel, parce qu'une entreprise, on ne la touche pas, OK? Mais la personne virtuelle, ce serait de conférer les mêmes droits qu'on confère aux personnes physiques, aux personnes morales, à une application informatique, qui, elle, serait libre, aurait des possessions, elle serait propriétaire. C'est comme si on vous dirait que Google Maps est propriétaire de la moitié des routes d'Abidjan. Google Maps, je ne dis pas Google l'entreprise, je dis l'application Google Maps. OK? Ce jour-là, on aura enfanté, on aura accouché d'un concept qui lui peut être potentiellement dangereux. Je pense qu'on aura passé un cap que je qualifie de dangereux parce que les conséquences de cela sont énormes. Vous avez vu l'exemple de la directrice générale d'une société qui est le DG d'une entreprise. Ce n'est plus un homme, c'est une entité totalement virtuelle qui réfléchit avec une intelligence totalement virtuelle et n'a pas de sentiments. Vous voyez, ce n'est plus le conseil d'administration maintenant qui contrôle l'entreprise, c'est une application informatique. Imaginez qu'un jour, elle se fait infiltrer par un virus. Elle pourra prendre des décisions bizarres. Le monde pourrait être contrôlé par des applications virtuelles. Imaginez un monde où tous nos présidents, nos chefs d'État sont des applications virtuelles. Pour moi, c'est ça le véritable danger. La personne virtuelle, un nouveau type de personne inventée. Pour moi, il faut faire attention à ces concepts-là. Et je pense que si on réussit à les contenir, on restera le monde qu'on est. Il y aura toujours un homme pour appuyer le bouton pour dire on débranche ça, on arrête ça. Voilà. Voilà. Voici ce que je peux dire là-dessus. Merci. Quand même, le SG, on peut déroger à... Bon, alors, donc, juste après ta question, tu fais en même temps le mot de conclusion. Bon, en fait, moi, quand j'ai suivi, honnêtement, par rapport à tout le monde, moi, je ne comprends pas la crainte en réalité. Pourquoi? Parce que dans l'évolution, vous aviez mis une différence nette entre
l'humain et l'intelligence artificielle, qui est la création. L'intelligence artificielle ne crée rien, mais à partir du moment où on lui donne les éléments, elle est capable de, sur des bases de calcul, sortir toute une infinie probabilité qu'après elle croise et elle donne le meilleur résultat. Mais on a peur de quelque chose alors que je pense que c'est la suite logique de l'évolution de la race humaine. On a montré le sapiens, il n'a rien à voir avec nous. Donc, aujourd'hui, les pigeons voyageurs n'existent plus. L'histoire des marathons ne va plus se répéter. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, on a des voitures. Après, comme on disait, on regardait tous des films dans les années 80 et quand on voyait des gens qui se parlent d'un pays à un autre et qui se voient sur un écran, on dit, mais les Blancs, là, ils nous mentent quoi. On a tous dit ça quand on était plus jeunes. Qu'à l'an 2000, voilà comment les gens vont communiquer. Qui vont se voir dans les télés, en France, tu parles avec quelqu'un. On le voyait déjà dans les films. On disait, non, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas parler dans un téléphone qui n'est pas branché. C'est impossible. Donc, il y a des choses qui sont inhérentes forcément à notre évolution qui vont faire qu'on va toujours créer et on va donner à quelqu'un qui va développer. Comme vous dites, toute chose aura sa limite. Vous avez donné la limite de l'intelligence artificielle qui est le virus. Le virus peut venir peut-être de lui-même, mais il va être créé par quelque chose d'autre. Donc, ça veut dire que de la manière dont le corps humain tombe malade, c'est comme ça que le virus va exister par rapport à ce qui se crée. Je pense que moi, au lieu d'avoir des craintes, c'était plutôt de savoir comment on adapte notre évolution, l'évolution de l'espèce humaine parlant, à ce qui est en train de venir. Parce que c'est clair qu'on ne pourra pas, aujourd'hui, on ne peut plus vivre sans le téléphone, on ne peut plus vivre sans Internet, et il y aura autre chose derrière qui va être créée. Donc, c'est pourquoi cette intelligence artificielle-là, dans son évolution, comment l'espèce humaine même évolue avec ça. C'est plutôt moi cette question que je me pose, et au lieu d'avoir une crainte, parce que comme on dit, quand on est peur ou pas, ça va arriver. La crainte va nous freiner pendant un laps de temps, mais ça va arriver. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réfléchit? Comment on anticipe sur l'évolution dans laquelle on est en train d'aller et que peut-être même qui nous échappe? Alors, la question en fait que vous posez, c'est de savoir est-ce que finalement, c'est pas ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est pas tout simplement ce qu'on appelle le développement. On se développe et c'est naturel, c'est l'ordre naturel des choses que la technologie se développe et tout ça. Je pense qu'il faut faire une différence entre le développement technologique et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle à laquelle je fais allusion dans cette présentation, c'est, comme je l'ai dit, c'est cet instant où l'homme délègue à la machine le soin de penser pour lui. C'est-à-dire, il se dit, moi, je ne me pense plus, toi, pense pour moi. Et la crainte vient du fait que la machine n'étant pas homme, ne réfléchissant pas comme l'homme, pourrait prendre des décisions qui ne vont pas dans l'intérêt de l'homme. Parce qu'elle est programmée pour une fonction. La finalité de l'homme, c'est de satisfaire ses intérêts à lui. La finalité d'une machine, c'est de réaliser la fonction pour laquelle elle est programmée, sans émotion. Et cette fonction peut se retourner contre l'homme, elle se retournerait contre l'homme, sans émotion. Elle n'a pas ces valeurs-là. Elle ne va pas lire la Charte des droits de l'homme pour savoir qu'elle ne doit pas te tirer dessus. Elle n'a pas ça. Okay? C'est un peu ma caricature de la chose. C'est déléguer à la machine de penser à notre place. Voilà, c'est de ça c'est de cette intelligence artificielle, c'est de ça que je parle. Sinon, la technologie, elle avance.
Mais on constate que plus elle avance, plus nous confions à notre cellulaire de faire des choses pour nous. OK? On n'a peut-être plus besoin même d'apprendre à multiplier. La table de multiplication qu'on nous a appris au CP1, CP2, c'est peut-être plus nécessaire. On n'a peut-être plus besoin d'apprendre à cuisiner. Et ainsi de suite. Donc, quel homme, plus on va, ça va accoucher de quel homme? Un homme qui a perdu certaines capacités et qui a confié maintenant une machine qui le suit partout, de penser pour lui, enfin tout quoi. Bon, certains vont dire c'est le développement. C'est le développement, c'est l'ordre normal des choses. Mais il existe un risque. La crainte vient bon, peut-être qu'on est un peu trop pessimiste, mais la crainte vient de ce fait, ce principe-là, de donner à la machine le soin, de déléguer à la machine le soin de penser à notre place, de penser pour nous et de décider qu'est-ce qui est bon pour nous. Bon, je vais commencer. Et ma SGA est là. Donc, pour équilibrer aussi. Parce que j'ai vu que l'intelligence artificielle est la fille de l'intelligence organique. Donc, donnons à la femme la parole. Merci Savané, mais je pense que tout a été dit. On était plus inquiets au fur et à mesure que la présentation se déroulait, parce que moi-même, je me posais la question de savoir finalement est-ce que l'homme aura encore un rôle à jouer dans cette humanité. Mais on finit aussi avec une note d'espérance, parce que comme vous l'avez dit, il ne faut pas vraiment qu'on se limite au volet négatif, mais de regarder aussi ce qu'on pourrait en profiter. Vous avez donné l'exemple de la médecine qui pourrait s'en servir, donc je préfère plutôt qu'on aille sur cette note positive plutôt que de rester sur le côté pessimiste, comme le disait Euler, jusqu'à ne pas avoir à dormir cette nuit. Mais je pense qu'il y a quand même de belles perspectives et il y a des choses qu'on pourrait éventuellement en tirer. Et comme vous l'avez dit lors de votre développement, regardons ces différents cadres-là qui nous permettraient de voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de notre pays et pouvoir vraiment profiter de ce point de développement. Donc, pour finir, je ne peux que dire merci à tous, ceux qui étaient connectés, même ceux qui étaient déconnectés. Et je pense que ça a été vraiment un très bon moment de partage. Je voulais vraiment dire merci et féliciter la cellule réseau et formation qui nous a permis vraiment d'avoir un peu plus. Donc voilà, merci à tous et puis on va continuer peut-être les échanges pour ceux qui sont dans la salle au besoin autour du cocktail. Voilà, merci et merci aussi surtout à l'aîné parce que là vraiment, il nous a envoyé dans une autre dimension. Voilà, au fur et à mesure qu'il développait, je me remémorais un peu tout ce que mon fils fait actuellement parce qu'effectivement, même pour apprendre à nager, il va sur son téléphone, comment faire une brasse. Oui, mais celui-là, il pense que tout fait. Le prof de natation vient de perdre son emploi. Ceux qui sont effectivement, et comme vous l'avez dit, on y est déjà. Moi, je le vis quotidiennement avec mes enfants à la maison, on y est déjà. Donc, à nous en tout cas, moi, je vous remercie. Ça. Je vous remercie tous pour cette tribune. C'était un plaisir. Vraiment un plaisir. Je vous félicite pour une tribune comme celle-là. Je ne savais pas que ça se faisait. J'aimerais me glisser dans chacune de vos réunions pour voir ce qui se passe. Vraiment, en tout cas, félicitations à vous. Félicitations à vous. Et je suis convaincu que dans un cercle comme celui-là, il y a de belles idées qui vont sortir. Hein. Il y a de belles idées qui vont sortir. Mettez-vous ensemble. Nous, les As-9, on est trop vieux. Vous faites beaucoup mieux que nous, en tout cas. Nous, quand on se retrouve, c'est à Bassam pour prendre un pot. C'est tout. Allez, merci bien.